Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne s'est alliée avec plusieurs nations, chacune apportant ses propres forces, faiblesses et raisons de rejoindre le combat. De l'engagement hésitant de l'Italie aux sacrifices importants de la Roumanie, ces alliances ont façonné la manière dont la guerre s'est déroulée pour les forces de l'Axe. Cependant, ces partenariats n'ont pas toujours été harmonieux. Des malentendus, des priorités discordantes et des différences culturelles ont souvent mené à des tensions. Malgré cela, il y eut des moments où les soldats allemands ont éprouvé du respect et de l'admiration pour leurs alliés, et même pour leurs ennemis, sur le champ de bataille. Examinons ce que les soldats allemands pensaient vraiment de leurs alliés et de leurs ennemis pendant la guerre. L'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale est arrivée plus tard que celle des autres grandes puissances, mais lorsqu'ils se sont engagés, ils ont apporté une force industrielle massive et une main-d'œuvre impressionnante du côté des Alliés. Après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, les États-Unis se sont rapidement mobilisés, bâtissant une puissante machine de guerre presque à partir de rien. Cette augmentation soudaine et massive des troupes, des chars, des avions et des approvisionnements a immédiatement attiré l'attention des commandants allemands. Cependant, leur perception initiale des forces américaines était mitigée et souvent sous-estimée. Les soldats et officiers allemands avaient tendance à voir les troupes américaines comme moins expérimentées et moins disciplinées que leurs propres forces ou même que les forces britanniques. Ils attribuaient souvent les succès américains au volume d'équipements et de ressources dont ils disposaient plutôt qu'à leurs compétences de combat ou à leur habileté tactique. Le colonel général von Arnim, qui affronta les forces américaines en Tunisie, exprima ce point de vue en affirmant que les soldats américains avaient tendance à paniquer sous la pression et à battre en retraite rapidement. Il pensait que leur victoire était davantage due à une puissance de feu écrasante qu'à une efficacité au combat, suggérant que les troupes américaines manquaient du courage et de l'expérience nécessaires pour des batailles prolongées et ardues. Cette perception était partagée par de nombreux militaires allemands, qui pensaient que les soldats américains n'étaient pas accoutumés aux dures réalités du front européen. Une des raisons de cette opinion était due aux différences culturelles. Les soldats allemands étaient formés selon un système hiérarchique strict qui mettait l'accent sur la discipline, l'endurance et la connaissance tactique. En revanche, ils voyaient les troupes américaines comme plus décontractées, moins disciplinées et plus détendues. Les soldats américains abordaient souvent leur service avec un état d'esprit différent, plus informel et moins rigide, que les Allemands interprétaient comme un manque de sérieux. Cela conduisit à un stéréotype selon lequel les Américains n'étaient ni aussi engagés ni aussi compétents, une vision qui serait remise en question sur le champ de bataille. Des batailles majeures comme le débarquement en Normandie, le jour J, et la bataille des Ardennes allaient servir de point de bascule dans la manière dont les Allemands percevaient les forces américaines. Le succès du débarquement en Normandie en juin 1944 montra que les Américains étaient capables de planifier et d'exécuter une opération massive et complexe dans des conditions difficiles. Bien que l'invasion ait été soutenue par une puissance aérienne et navale alliée écrasante, la détermination des troupes américaines à avancer malgré une résistance allemande acharnée surprit les commandants allemands. La capacité des Américains à s'adapter et à continuer d'avancer, même lorsque les plans ne se déroulèrent pas parfaitement, fut une qualité qui commença à changer la perception allemande. Un autre changement majeur se produisit lors de la bataille des Ardennes en décembre 1944. Les Allemands lancèrent une offensive surprise, espérant diviser les forces alliées et forcer une paix négociée. Au départ, ils croyaient que les lignes américaines, principalement composées de nouvelles recrues et de troupes moins expérimentées, céderaient sous la pression. Cependant, les unités américaines, bien que prises au dépourvu, parvinrent à tenir des positions clés et à ralentir l'avancée allemande. La défense de Bastogne, où les parachutistes américains refusèrent de se rendre malgré l'encerclement, devint un symbole de la résilience américaine. Les commandants allemands, qui s'attendaient à une victoire rapide, furent forcés de réévaluer leurs opinions sur les capacités de combat des Américains. Ils réalisèrent que les Américains pouvaient résister dans des situations difficiles et rebondir, montrant un niveau de détermination qu'ils n'avaient pas anticipé. Malgré ces points de bascule, les Allemands continuaient de percevoir le succès américain comme étant en grande partie dû à leur succès industriel, à la production massive de chars, d'avions et d'armes,
qui permettait aux États-Unis d'écraser leurs ennemis. Il y avait une part de vérité dans cette vision. Les usines américaines produisaient plus de chars, d'avions et de fournitures que n'importe quel autre pays, ce qui leur donnait un avantage majeur. Mais cette vision amenait souvent les Allemands à négliger la capacité d'adaptation et l'apprentissage tactique dont les unités américaines firent preuve au fur et à mesure que la guerre progressait. Ce qui avait commencé comme une armée moins expérimentée apprit rapidement de ses premières batailles et devint plus forte. Une réalité que de nombreux officiers allemands n'apprécièrent pleinement que trop tard. Le choc des cultures entre les troupes allemandes et américaines joua également un rôle dans leur perception réciproque. Tandis que l'armée allemande était rigoureusement structurée, les forces américaines étaient plus ouvertes à l'improvisation, ce qui pouvait parfois jouer en leur faveur, surtout dans des situations chaotiques. Cette incompréhension des forces et faiblesses américaines conduisit les Allemands à sous-estimer leur ennemi, une erreur qui se révéla coûteuse à mesure que la guerre avançait. Cependant, à mesure que la guerre atteignait ses dernières étapes, les troupes américaines démontrèrent qu'elles pouvaient endurer et s'adapter, se prouvant sur le champ de bataille. Pour de nombreux soldats allemands, ce changement fut une surprise, révélant que les Américains étaient des combattants capables et résilients qui ne pouvaient pas être facilement sous-estimés. Chapitre 2. Adversaires honorables. Le respect réticent pour le soldat britannique. La rivalité entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne avait des racines profondes, remontant à la Première Guerre mondiale lorsque les deux nations se sont affrontées sur le front occidental. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, cette rivalité était toujours forte, mais elle avait évolué. Bien qu'il y ait eu de l'animosité, il y avait aussi un sentiment de respect mutuel, en particulier parmi les soldats sur le terrain. Les deux camps avaient connu la brutale guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale, ce qui a influencé la façon dont ils se voyaient dans le conflit suivant. Les soldats allemands respectaient généralement leurs homologues britanniques pour leur discipline, leur ténacité et leurs compétences au combat. De nombreux récits du front décrivent comment les troupes allemandes considéraient les soldats britanniques comme des adversaires dignes, qui reculaient rarement et maintenaient un fort esprit combatif même sous pression. Les Britanniques étaient connus pour leur ordre et leur précision, des qualités que les Allemands pouvaient comprendre, compte tenu de leur propre tradition militaire. Les officiers allemands remarquaient souvent que si vous habilliez un soldat britannique avec un uniforme allemand, vous ne verrez peut-être aucune différence dans sa manière de se comporter sur le champ de bataille. Cependant, bien qu'il y ait eu du respect, il y avait aussi des critiques, notamment envers le commandement britannique. Les officiers allemands considéraient souvent les généraux britanniques comme trop prudents, hésitant à prendre des risques et lents à saisir les opportunités. Par exemple, lors des campagnes en Afrique du Nord et en Europe, des commandants allemands comme Erwin Rommel ont noté que les forces britanniques se préparèrent souvent avec soin, mais hésitaient à des moments clés, ne parvenant pas à tirer parti des ouvertures stratégiques. Cette tendance a conduit à une perception selon laquelle, bien que les soldats britanniques soient capables et courageux, leurs dirigeants étaient trop prudents, ce qui rendait parfois les opérations britanniques moins efficaces qu'elles n'auraient pu l'être. L'exemple le plus célèbre de cela est la bataille de Dunkerque en 1940. Bien que les Britanniques aient réussi une évacuation massive, permettant à plus de 300 000 soldats de s'échapper à travers la Manche, les commandants allemands pensaient que cela était dû à la prudence britannique plutôt qu'à leurs compétences. Ils pensaient que les commandants britanniques se concentraient trop sur la défense, manquant des occasions de contre-attaque, ce qui a permis aux forces allemandes de prendre l'avantage. Malgré l'opération de sauvetage impressionnante, les vues allemandes sur le commandement britannique ont été façonnées par ce qu'ils considéraient comme des opportunités manquées sur le champ de bataille. Au-delà des tactiques et des stratégies, il y avait un élément culturel dans la rivalité entre Britanniques et Allemands qui la rendait unique. Contrairement à la lutte idéologique acharnée entre les Allemands et les Soviétiques, ou au ressentiment amer envers les Américains, la rivalité avec les Britanniques avait un ton différent. Il y avait des similitudes culturelles qui créaient un sentiment de familiarité entre les deux camps. Les deux nations valorisaient la discipline, la tradition et un sens de l'honneur dans le combat. Cette connexion se manifestait souvent dans leur manière de se comporter pendant les batailles. Même en combattant férocement, il y avait un certain respect avec des récits de trêve à certains moments, comme à Noël,
lorsque les soldats des deux camps cessèrent brièvement de se battre. Les parallèles culturels s'étendaient également à leur vision de la guerre. Les soldats allemands et britanniques étaient souvent dépeints comme des professionnels, concentrés sur leurs devoirs plutôt que poussés par une haine profonde pour l'autre camp. Cela contrastait fortement avec les batailles idéologiques intenses sur le front de l'Est, où le conflit était marqué par une brutalité et une animosité extrêmes. C'était une rivalité définie par un respect professionnel, en faisant l'une des relations les plus uniques et complexes de la guerre. Chapitre 3. Les légionnaires espagnols. La défense de la division bleue sur le front gelé. La participation de l'Espagne à la Seconde Guerre mondiale fut unique par rapport aux autres nations affiliées à l'Axe. Officiellement, sous Francisco Franco, l'Espagne resta neutre tout au long du conflit. Cependant, Franco sympathisait avec la cause d'Hitler et permit à un groupe de volontaires espagnols de combattre aux côtés de l'armée allemande sur le front de l'Est. Cette unité, connue sous le nom de Division bleue ou Division azul, comptait environ 50 000 soldats espagnols qui luttèrent contre l'Union soviétique entre 1940 et 1943. Bien qu'elle ne fût pas officiellement membre de l'Axe, la participation de l'Espagne montrait un soutien à l'Allemagne sans pour autant engager pleinement le pays dans la guerre. La décision de Franco d'envoyer la division bleue relevait d'un équilibre politique. D'un côté, cela lui permettait de rembourser Hitler pour le soutien qu'il avait reçu pendant la guerre civile espagnole, en particulier de la Légion Condor de la Luftwaffe allemande. D'un autre côté, cela permettait à l'Espagne de conserver une position officielle de neutralité, évitant un conflit direct avec les Alliés. Les volontaires espagnols, majoritairement anticommunistes, et voyant en cela une occasion de lutter contre le bolchevisme, furent intégrés à l'armée allemande en tant que 250e division d'infanterie. Ils servaient sous commandement allemand, mais conservaient une identité espagnole, avec leurs propres grades et leur langue. Les soldats allemands avaient une haute estime pour les volontaires espagnols. Ils étaient impressionnés par leur bravoure, leur résilience et leur capacité d'adaptation, surtout compte tenu des dures conditions du front de l'Est. Contrairement à certains autres alliés de l'Axe, les Espagnols semblaient relever les défis au lieu de les éviter. Les officiers allemands louèrent la division bleue pour son esprit combatif et son sens de la camaraderie. Bien qu'étant des volontaires avec une formation moins formelle que celle des troupes allemandes régulières, les soldats espagnols se montraient robustes et ingénieux, gagnant ainsi le respect de leurs homologues allemands. L'un des exemples les plus remarquables de la détermination de la division bleue fut son rôle lors de la bataille de Krasny Bor en février 1943. La bataille faisait partie du plus grand siège de Leningrad et les Espagnols se retrouvèrent face à une vaste offensive soviétique. Bien qu'ils fussent largement en sous-nombre, avec des forces soviétiques attaquant avec plus de 4 fois leur effectif et en chars, la division bleue parvint à tenir ses positions pendant plusieurs jours. Leur résistance féroce permit de ralentir l'avancée soviétique et de donner aux forces allemandes le temps de se regrouper. La bravoure démontrée lors de cette bataille devint légendaire, et même si les Espagnols durent finalement se retirer, leurs actions laissèrent une impression durable sur le commandement allemand. Tout au long de leur temps sur le front de l'Est, la division bleue montra un sens de l'unité et de la fraternité qui fut reconnu et apprécié par les soldats allemands. Contrairement à d'autres unités alliées qui peinaient parfois avec la coordination et la discipline, les Espagnols fonctionnaient avec une forte cohésion interne. Cela tenait en partie au fait qu'ils étaient tous volontaires, motivés par une cause commune contre le communisme, et aussi parce qu'ils étaient autorisés à conserver leur propre identité culturelle au sein de la structure militaire allemande. Le soutien public de Franco à la division bleue joua également un rôle dans leur perception. En février 1942, après la retraite allemande suite à la bataille de Moscou, Franco fit une déclaration exprimant son admiration pour les volontaires espagnols. Il alla même jusqu'à dire que si la route vers Berlin était ouverte, ce ne serait pas juste une division, mais 1 million d'Espagnols qui marcheraient pour combattre aux côtés des Allemands. Ce genre de soutien fut un coup de pouce moral pour les volontaires espagnols et leurs alliés allemands. Cependant, ces promesses ne furent jamais pleinement réalisées. Bien que les paroles de Franco fussent fortes, il évita d'envoyer d'autres divisions, prenant soin de ne pas intensifier l'implication de l'Espagne dans la guerre. Au fur et à mesure que le cours de la guerre commençait à tourner contre l'Allemagne, il devint plus prudent, veillant à ce que l'Espagne ne soit pas entraînée dans un conflit perdu d'avance.
Le fait qu'aucune division supplémentaire ne fût envoyée ne passa pas inaperçu aux yeux des Allemands. Bien que la division bleue continuât à gagner le respect pour son dévouement et ses compétences au combat, il y avait un sentiment de déception au sein de l'armée allemande que l'Espagne n'apporte pas un soutien plus direct. Alors que la situation de l'Allemagne devenait de plus en plus désespérée, la participation limitée des Espagnols fut perçue comme une opportunité manquée. Pourtant, malgré cela, les contributions de la division bleue furent chaleureusement rappelées par ceux qui avaient combattu à leur côté. Leur décision de se porter volontaires et l'esprit qu'ils apportèrent sur les lignes de front les distinguèrent de nombreuses autres forces alliées. La division bleue fut finalement retirée à la fin de 1943, alors que la pression des Alliés montait sur Franco pour qu'il prenne ses distances avec l'Allemagne. Même après leur départ officiel, certains Espagnols choisirent de rester sur le front de l'Est, rejoignant d'autres unités allemandes en tant qu'individus plutôt qu'en divisions séparées. Cela montrait leur profond engagement pour la cause en laquelle ils croyaient, même lorsque leur gouvernement avait pris du recul. La division bleue n'était peut-être pas la force la plus importante ni la mieux équipée sur le front de l'Est, mais leur bravoure et leur camaraderie laissèrent une impression durable sur les soldats allemands qu'ils avaient accompagnés au combat. Chapitre 4. Le rempart de l'Est. Le sacrifice de la Roumanie et le respect des Allemands. L'alliance entre l'Allemagne et la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale reposait sur une nécessité stratégique, en particulier sur le front de l'Est. Pour l'Allemagne, avoir la Roumanie comme alliée signifiait sécuriser des ressources pétrolières précieuses provenant des champs pétrolifères de Ploiesti et obtenir un partenaire vital contre l'Union soviétique. Pour la Roumanie, cette alliance était perçue comme une protection contre l'expansion soviétique, une menace constante. Ce partenariat fut consolidé lorsque le maréchal Ion Antonescu prit le pouvoir en septembre 1940. En tant que dirigeant convaincu que s'allier à l'Allemagne protégerait la Roumanie, Antonescu amena le pays à nouer une alliance étroite avec le régime d'Hitler, allant même jusqu'à envoyer des troupes roumaines soutenir l'invasion allemande de l'Union soviétique en 1941. La décision d'Antonescu de s'allier à l'Allemagne était motivée par sa conviction que la meilleure défense de la Roumanie contre l'Union soviétique était de s'associer à un partenaire militaire puissant. Il était persuadé que si la Roumanie ne soutenait pas l'Allemagne, elle ferait face seule à l'agression soviétique, ce qui serait désastreux. Après avoir rencontré Hitler en novembre 1940, Antonescu s'engagea à soutenir l'invasion imminente de l'Union soviétique, connue sous le nom d'opération Barbarossa. Dès lors, les forces roumaines combattirent aux côtés des Allemands, en particulier en Ukraine, en Crimée et dans d'autres zones clés du front de l'Est. Du point de vue allemand, les troupes roumaines étaient perçues comme des alliés courageuses et fiables, surtout aux premières étapes des campagnes sur le front de l'Est. Bien qu'elles disposassent d'un équipement moins avancé que les unités allemandes, les Roumains faisaient preuve d'un fort esprit combatif et étaient prêts à faire de grands sacrifices. Les soldats et officiers allemands les décrivaient souvent comme endurcis, résilients et entièrement dévoués à la cause. Dans certains cas, les Roumains étaient loués pour leur efficacité, notamment lors des premiers succès de l'opération Barbarossa, où ils jouèrent des rôles importants dans la prise de position soviétique et l'avancée sur le territoire soviétique. L'un des meilleurs exemples de cette coopération fut le siège d'Odessa en 1941, où les forces roumaines combattirent férocement aux côtés des Allemands. La bataille fut difficile, avec une forte résistance soviétique, mais les Roumains tinrent bon et finirent par aider à capturer la ville. Ce fut une réalisation majeure qui leur valut le respect de leurs alliés allemands. Tout au long de la campagne sur le front de l'Est, les troupes roumaines continuèrent à participer à des opérations majeures, y compris la bataille pour la Crimée et l'avancée vers Stalingrad, subissant souvent de lourdes pertes. Près de 500 000 soldats roumains perdirent la vie pendant la guerre, montrant à quel point le pays était profondément impliqué dans l'effort de guerre de l'Axe. Cependant, des défis subsistaient dans le partenariat. Les forces roumaines, malgré leur courage, luttaient avec des équipements obsolètes et des problèmes logistiques. De nombreuses unités roumaines n'étaient pas aussi bien équipées que leurs homologues allemandes, ce qui créait parfois des difficultés lors des opérations coordonnées. Les officiers allemands remarquaient ce fossé et pensaient que si les Roumains disposaient de meilleures armes et de meilleurs approvisionnements, ils auraient pu être encore plus efficaces. Mais dans l'ensemble,
Les Allemands appréciaient le dévouement et la volonté de se battre que les troupes roumaines apportaient sur le champ de bataille. L'alliance ne concernait pas uniquement la coopération militaire. L'Allemagne dépendait fortement du pétrole roumain provenant des champs de Ploesti pour alimenter sa machine de guerre. La protection de ces champs pétrolifères devint une priorité pour les deux nations. Le pétrole de Ploesti était si important qu'il devint la cible des campagnes de bombardements alliés. Les forces allemandes et roumaines travaillèrent ensemble pour défendre la région, construisant d'importantes défenses anti-aériennes afin de la maintenir opérationnelle. Le tournant de l'Alliance survint en 1944, alors que le cours de la guerre changeait. L'armée rouge soviétique avait gagné en puissance et avançait vers l'ouest, reconquérant les territoires perdus et progressant vers la Roumanie. En août 1944, la situation devint critique. Les forces soviétiques pénétrèrent sur le territoire roumain et il était évident qu'elles avaient le dessus. À ce moment, les dirigeants roumains prirent une décision fatidique qui allait changer le cours de leur alliance avec l'Allemagne. Le roi Michel Ier de Roumanie, dans un geste dramatique, organisa un coup d'État contre le maréchal Antonescu le 23 août 1944. Antonescu, qui avait été l'architecte principal de l'alliance de la Roumanie avec l'Allemagne, fut arrêté et la Roumanie changea de camp en rejoignant les Alliés. Ce changement soudain d'allégeance fut un coup sévère pour l'Allemagne, car cela signifiait la perte d'un allié majeur et exposait le flanc sud du front de l'Est. Les dirigeants allemands furent pris de court et se sentirent trahis, car ils avaient compté sur la Roumanie pour le soutien militaire et les ressources pétrolières vitales. La défection rapide de la Roumanie permit aux troupes soviétiques d'avancer plus rapidement en Europe de l'Est, accélérant ainsi la défaite de l'Allemagne. Du point de vue allemand, la décision de la Roumanie de changer de camp fut perçue comme une trahison, même si elle était compréhensible d'un point de vue stratégique. La perte du soutien roumain fut un revers majeur et marqua le début de la fin pour les opérations allemandes sur le front de l'Est. Les soldats allemands qui avaient combattu aux côtés des troupes roumaines furent choqués et déçus, d'autant plus qu'ils avaient vu leurs alliés comme courageux et dévoués durant les premières années de la guerre. Chapitre 5. Les alliés hongrois. Un partenariat inégal. La Hongrie rejoignit les puissances de l'Axe en signant le pacte tripartite le 20 novembre 1940, s'alignant ainsi avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Cette décision était largement motivée par les intérêts stratégiques de la Hongrie. Le pays espérait récupérer les territoires qu'il avait perdus après la Première Guerre mondiale, et s'allier avec l'Allemagne semblait être le meilleur moyen d'y parvenir. L'alliance amena la Hongrie dans la guerre, mais la relation ne fut pas aussi fluide que les Allemands auraient pu l'espérer. Au début, la coopération entre l'Allemagne et la Hongrie s'appuyait sur un sentiment de familiarité. Pendant la Première Guerre mondiale, les deux nations avaient combattu en tant qu'alliés au sein de l'Empire austro-hongrois, et ce lien historique se perpétua dans une certaine mesure. Cependant, lorsque la Seconde Guerre mondiale commença, les capacités militaires et les besoins stratégiques des deux pays avaient évolué. Les soldats et officiers allemands réalisèrent rapidement que les forces hongroises n'étaient pas aussi efficaces qu'ils l'avaient espéré. De nombreuses unités hongroises rencontrèrent des difficultés en raison d'un manque d'entraînement adéquat et d'équipements obsolètes, ce qui devint plus évident à mesure que la guerre s'éternisait. Les commandants allemands trouvèrent cela frustrant, car bien que la Hongrie fût engagée dans la cause de l'Axe, ses contributions étaient souvent perçues comme moins fiables par rapport à d'autres alliés. Une partie du problème résidait dans le fait que l'armée hongroise n'avait pas été modernisée au même niveau que celle de l'Allemagne. Leur équipement était souvent obsolète, et il manquait du type d'entraînement rigoureux que suivaient les soldats allemands. Cette différence dans la préparation militaire devint une source de tension. Par exemple, lorsque les troupes hongroises furent déployées aux côtés des unités allemandes sur le front de l'Est, elles eurent souvent du mal à suivre, notamment lors des opérations rapides. Les officiers allemands notèrent que bien que les soldats hongrois montrassent du courage, ils n'étaient pas toujours préparés aux réalités de la guerre moderne, ce qui entraînait parfois de la désorganisation et des revers lors des batailles clés. L'un des moments les plus importants pour l'alliance hongro-allemande survint dans les dernières étapes de la guerre, notamment lors du siège de Budapest à la fin de 1944 et au début de 1945. À cette époque, l'armée rouge soviétique avançait en Europe de l'Est,
et la Hongrie était devenue l'un des principaux champs de bataille. Les Allemands comptaient fortement sur leurs alliés hongrois pour tenir la ligne et défendre des positions clés, en particulier à Budapest, qui risquait d'être encerclée par les forces soviétiques. Le siège fut brutal, avec des troupes allemandes et hongroises tentant de repousser les soviétiques dans des conditions hivernales glaciales face à un ennemi numériquement supérieur. Le siège de Budapest fut un tournant qui révéla à la fois les forces et les faiblesses des forces hongroises. D'une part, les soldats hongrois, aux côtés de leurs homologues allemands, combattirent désespérément pour défendre la ville, montrant détermination et bravoure. La défense de la ville dura plus de 100 jours, en faisant l'une des batailles urbaines les plus longues et les plus intenses de la guerre. Cependant, cette lutte mit également en évidence les problèmes qui avaient été présents tout au long de la guerre. Les unités hongroises étaient mal équipées, manquant de munitions, de chars et d'artillerie lourde pour contrer efficacement l'assaut soviétique. Les troupes allemandes prirent conscience de cela et réalisèrent que, malgré la volonté de se battre de leurs alliés hongrois, ils n'avaient tout simplement pas les ressources nécessaires pour égaler les soviétiques. Finalement, Budapest tomba, et cette perte marqua un coup dur pour les efforts hongrois et allemands sur le front de l'Est. Au-delà du champ de bataille, des différences culturelles et stratégiques affectaient également l'alliance. Alors que l'approche militaire de l'Allemagne reposait sur une discipline stricte, une planification détaillée et des mouvements rapides, la stratégie de la Hongrie était façonnée par ses propres limites politiques et militaires. La direction hongroise, sous la régence de Miklos Horthy, n'était pas entièrement alignée sur l'idéologie nazie. Bien qu'ils coopérassent avec l'Allemagne, il y avait un niveau de prudence et de réticence qui rendait parfois la coordination difficile. Horthy lui-même était mal à l'aise avec certaines des politiques de l'Allemagne, en particulier celles concernant le traitement des Juifs, ce qui entraîna un partenariat complexe et tendu. Cette tension s'accrut au fur et à mesure que la guerre se retournait contre l'Allemagne, et la Hongrie cherchait des moyens de limiter ses pertes. À mesure que la guerre progressait, la valeur stratégique de la Hongrie diminua aux yeux des dirigeants militaires allemands. Initialement, l'alliance avait été utile pour l'Allemagne, notamment en raison de la position géographique de la Hongrie et de son potentiel à servir de tampon contre les avancées soviétiques. Cependant, à mesure que l'armée rouge continuait à progresser vers l'ouest, il devint évident que les forces hongroises, sans un soutien allemand significatif, ne pouvaient pas contenir la marée soviétique. La chute de Budapest fut un indicateur clair de cette réalité, marquant le début de la fin de la participation de la Hongrie à la guerre du côté de l'Axe. L'alliance de la Hongrie avec l'Allemagne fut davantage une question de nécessité qu'un partenariat égal. Les soldats allemands reconnaissaient le courage de leurs homologues hongrois, mais étaient souvent frustrés par leur manque d'équipement moderne et d'entraînement. Les réalités de la Seconde Guerre mondiale montrèrent que la Hongrie n'était pas entièrement préparée aux exigences d'un conflit moderne à grande échelle. Les différences culturelles et les limitations stratégiques compliquèrent encore la relation, la rendant inégale et, en fin de compte, tendue. Chapitre 6. Maître de la neige. Louange allemande pour les guerriers d'hiver finlandais. L'alliance entre la Finlande et l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale était fondée sur un ennemi commun, l'Union soviétique. Contrairement aux autres puissances de l'Axe, la Finlande ne faisait pas formellement partie de l'Alliance. Au lieu de cela, la coopération résultait d'un besoin mutuel de combattre les Soviétiques. La Finlande avait déjà affronté l'armée rouge lors de la guerre d'hiver, 1939-1940, où elle avait fait preuve d'une résistance acharnée malgré son infériorité numérique. Lorsque l'Allemagne lança l'opération Barbarossa en 1941, la Finlande se joignit au combat, cherchant à regagner les territoires perdus dans ce qui devint connu sous le nom de guerre de continuation. Les soldats allemands avaient un profond respect pour leurs alliés finlandais, connus pour leur endurance, leur adaptabilité et leurs compétences en combat. Les troupes finlandaises excellèrent dans des conditions hivernales rigoureuses, un facteur qui paralysait souvent d'autres armées sur le front de l'Est. Les officiers allemands les louaient pour leur capacité à opérer efficacement dans des températures glaciales, une neige profonde et des forêts denses. Les compétences des Finlandais en ski, en camouflage et en survie hivernale, leur permettaient de se déplacer rapidement et de mener des opérations que des forces plus grandes et moins préparées peinaient à exécuter. Cela leur valut le surnom de « guerriers d'hiver »,
et les distinguait comme des alliés fiables et ingénieux. Les racines de cette admiration remontaient à la guerre d'hiver, lorsque les Finlandais parvinrent à repousser l'avancée soviétique grâce à des tactiques de guérilla efficaces. Ils utilisaient leur connaissance du terrain pour lancer des attaques surprises, couper les lignes de ravitaillement soviétiques et disparaître rapidement dans les forêts. Ces stratégies de guérilla étaient extrêmement efficaces, notamment dans les paysages enneigés de la Finlande, et causèrent de lourdes pertes aux Soviétiques. Les Allemands reconnaissaient ces tactiques comme ingénieuses et efficaces et voyaient les Finlandais comme des combattants résilients capables de tirer le meilleur parti de leurs ressources limitées. L'alliance entre l'Allemagne et la Finlande était unique. Contrairement aux autres pays de l'Axe, la Finlande maintenait un certain niveau d'indépendance, coopérant avec l'Allemagne sans s'engager pleinement dans la cause de l'Axe. Cet arrangement pratique convenait aux deux parties. La Finlande se concentrait sur la reconquête de ses terres perdues, tandis que l'Allemagne bénéficiait d'un allié compétent sur le front nord. Les troupes finlandaises jouèrent un rôle clé dans la protection du flanc nord lors des premières étapes de l'opération Barbarossa, coordonnant souvent leurs actions avec les forces allemandes pour capturer des positions soviétiques et perturber les lignes de ravitaillement. L'un des aspects les plus remarquables du combat finlandais était leur endurance. Les hivers rigoureux sur le front de l'Est représentaient un défi pour la plupart des armées, mais les Finlandais étaient bien préparés. Ils avaient développé des techniques et des équipements au fil des ans pour affronter le froid extrême, et les troupes allemandes se reposèrent souvent sur leurs alliés finlandais pour obtenir de l'aide et des conseils sur la façon de survivre et d'opérer dans de telles conditions. Qu'il s'agisse de construire des abris ou de gérer les provisions, les Finlandais montraient un niveau de compétence qui impressionnait leurs homologues allemands, moins habitués à de tels environnements. Cependant, l'alliance avait ses limites. Alors que la guerre changeait de tournure et que l'armée rouge progressait, la Finlande chercha une issue. En 1944, les dirigeants finlandais comprirent qu'ils devaient conclure la paix avec les Soviétiques pour éviter l'occupation. Cela conduisit à un armistice qui les obligea à se retourner contre leurs anciens alliés allemands et à les expulser du territoire finlandais. Bien que cette décision fût difficile, elle permit à la Finlande de préserver son indépendance et d'éviter un contrôle soviétique total. Le partenariat germano-finlandais fut marqué par un respect mutuel et un pragmatisme commun. Les soldats allemands admiraient les Finlandais pour leur adaptabilité et leurs compétences, en particulier dans la guerre hivernale, et appréciaient leur capacité à mener des tactiques de guérilla très efficaces sur le front de l'Est. Bien que l'alliance fût moins formelle que d'autres, elle se révéla être l'une des collaborations les plus efficaces, fondée sur la nécessité plutôt que sur la politique. Chapitre 7. Le pacte d'acier. Une fraternité fragile. Les perceptions allemandes sur les soldats italiens. Lorsqu'on pense aux alliances de la Seconde Guerre mondiale, le partenariat entre l'Allemagne et l'Italie se distingue comme une connexion très importante mais instable au sein des puissances de l'Axe. Cette alliance a été officialisée par la signature du pacte d'acier le 22 mai 1939. Il s'agissait d'un accord militaire et économique, engageant les deux nations à s'entraider en cas de guerre. Cependant, malgré ce lien formel, l'alliance était loin d'être fluide, confrontée à des problèmes logistiques, des stratégies militaires différentes et des niveaux de préparation variables. La relation entre les soldats allemands et italiens était remplie de malentendus, de frustrations et d'un déséquilibre dans l'engagement et les compétences. Au moment du pacte d'acier, l'Allemagne et l'Italie se préparaient toutes deux à des conflits potentiels, mais elles avaient des calendriers différents. Lorsque Adolf Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarèrent rapidement la guerre, plongeant l'Europe dans un conflit à grande échelle. L'Italie, cependant, n'était pas prête à entrer dans la guerre. Mussolini avait promis à Hitler que l'Italie serait prête pour la guerre dans un délai de 3 ans. Mais en 1939, l'armée italienne était encore sous-équipée, mal organisée et confrontée à des problèmes d'approvisionnement. Pour cette raison, l'Italie n'entra officiellement en guerre que le 10 juin 1940, presque un an après son début. Cette entrée tardive ne plaisait pas aux soldats et aux commandants allemands. Ils étaient déçus, voyant le manque de préparation de l'Italie comme un signe de faiblesse et d'inefficacité. La décision de Mussolini de finalement rejoindre la guerre était prise dans l'espoir que la Grande-Bretagne serait bientôt vaincue.
Mais cela ne se produisit pas. Au lieu de cela, l'Italie fut entraînée dans un long conflit pour lequel elle n'était pas préparée, ce qui tendit encore davantage les relations entre les deux puissances de l'Axe. Dès le début, les soldats allemands avaient des sentiments mitigés envers leurs homologues italiens. À mesure que la guerre avançait, ces opinions devinrent de plus en plus négatives. Les Allemands considérèrent souvent les forces italiennes comme manquant de niveau d'engagement, de discipline et d'efficacité. Des rapports et des récits personnels décrivaient les troupes italiennes comme réticentes à s'engager au combat et promptes à se rendre face à une résistance forte. Un dicton courant parmi les soldats allemands était « 130 000 Italiens valent peut-être 10 000 Allemands », montrant combien ils voyaient une grande différence de compétences au combat. Il y avait plusieurs raisons derrière ces opinions. Les unités italiennes disposaient souvent d'équipements obsolètes, d'un entraînement insuffisant et de lignes de ravitaillement faibles, ce qui affectait leur performance sur le champ de bataille. Des histoires circulaient parmi les troupes allemandes à propos de chars italiens, arborant des drapeaux blancs, et il y avait des blagues selon lesquelles, si les Italiens envahissaient le sud de l'Allemagne, ils pourraient être repoussés par les personnes âgées et les jeunes de la Hitlerjugend. Bien que ces commentaires soient exagérés, ils illustraient la déception générale que les soldats allemands ressentaient envers leurs alliés. Un exemple de la frustration allemande fut pendant la campagne d'Afrique du Nord. Les forces italiennes combattaient aux côtés de l'Afrika Korps sous le général Erwin Rommel, mais elles étaient souvent perçues comme ne jouant pas leur rôle. Rommel lui-même avait des sentiments partagés. Il louait parfois le courage italien, mais se plaignait plus souvent de leur manque de préparation. Les unités italiennes souffraient de graves pénuries de nourriture, d'eau et de munitions, ce qui rendait leur combat difficile. Les officiers allemands, habitués à une organisation militaire plus disciplinée, étaient choqués par ce qu'ils percevaient comme un manque d'organisation et de motivation chez les troupes italiennes. Malgré ces perceptions principalement négatives, il y avait des exceptions que les soldats allemands remarquaient. Certaines unités italiennes gagnaient le respect pour leur courage et leurs compétences, en particulier lors de combats difficiles. La division parachutiste Folgore en est l'un des meilleurs exemples. Cette unité combattit vaillamment lors de la seconde bataille d'El Alamein en 1942, tenant leur position contre des forces britanniques bien plus importantes malgré un désavantage en armement et en nombre. Leur détermination impressionna leurs ennemis ainsi que leurs alliés allemands qui respectaient leurs efforts. Une autre exception était la marine italienne, en particulier les équipages de sous-marins et les nageurs de combat, qui menaient des attaques audacieuses contre des navires alliés en Méditerranée. Ces unités spécialisées, opérant dans des conditions difficiles, gagnaient un niveau de respect très différent du mépris général envers les forces terrestres italiennes. Certains commandants allemands pensaient que le principal problème des forces italiennes n'était pas les soldats eux-mêmes, mais leur leadership et leur équipement. Ils pensaient que si les troupes italiennes étaient sous commandement allemand, leurs compétences au combat pourraient s'améliorer de manière significative. Par exemple, pendant la campagne d'Afrique du Nord, il existait des unités intégrées de forces allemandes et italiennes qui montraient parfois une meilleure coordination et de meilleurs résultats, bien que cela ne soit pas toujours cohérent. Les Allemands n'étaient pas les seuls à critiquer la performance militaire de l'Italie. Les officiers britanniques et américains qui combattaient contre les troupes italiennes partageaient beaucoup des mêmes points de vue. Les rapports de la 8e armée britannique décrivaient souvent les soldats italiens comme étant prêts à se battre, mais entravés par un équipement médiocre, un leadership faible et des approvisionnements inadéquats. Certains officiers britanniques disaient même que les soldats italiens étaient vaincus avant même d'arriver sur le champ de bataille, non pas parce qu'ils manquèrent de courage, mais en raison des conditions dans lesquelles ils se trouvaient. Il y avait également des moments de respect mutuel entre adversaires. Les récits britanniques du front nord-africain mentionnent que lorsque les forces italiennes étaient correctement équipées et motivées, elles pouvaient offrir une résistance coriace, en particulier dans les premières étapes de la guerre. Cependant, ces moments étaient rares et l'impression générale restait majoritairement négative. L'alliance difficile entre l'Allemagne et l'Italie peut également être attribuée à des différences culturelles et stratégiques plus profondes. L'armée allemande était connue pour sa discipline stricte, sa planification précise et ses attaques coordonnées rapides,
des caractéristiques qui entraient souvent en conflit avec l'approche plus détendue de l'Italie. Alors que les soldats allemands étaient formés pour travailler efficacement dans un système rigide, les forces italiennes s'appuyaient davantage sur l'improvisation, ce qui pouvait entraîner de la confusion lors des opérations conjointes. De plus, l'industrie militaire de l'Allemagne était bien plus avancée que celle de l'Italie, donnant aux troupes allemandes un accès à de meilleures armes, véhicules et approvisionnements. Cet écart signifiait que les soldats italiens devaient souvent se battre avec des équipements dépassés, ce qui renforçait encore la croyance allemande en l'inefficacité de leurs alliés. De nombreux officiers allemands pensaient que les Italiens pourraient être beaucoup plus performants s'ils disposaient des mêmes ressources. Mais les exigences de la guerre signifiaient que cela était rarement possible. Chapitre 8. L'armée rouge implacable. D'un ennemi sous-estimé à une force inébranlable. Lorsque l'Allemagne lança l'opération Barbarossa en juin 1941, il s'agissait de la plus grande invasion de l'histoire. Hitler et ses commandants croyaient qu'ils pouvaient écraser rapidement l'Union soviétique, s'attendant à une victoire rapide similaire à leurs conquêtes précédentes en Europe. Le haut commandement allemand sous-estimait la puissance soviétique, pensant que l'armée rouge était mal dirigée, sous-équipée, et ne rivalisait pas avec les forces allemandes disciplinées et expérimentées. Au début de l'invasion, cette confiance semblait justifiée, car la Wehrmacht réalisait des avancées rapides, capturant de vastes territoires soviétiques et encerclant des milliers de soldats soviétiques. Beaucoup de soldats allemands pensaient que la guerre sur le front de l'Est serait terminée en quelques mois. Cependant, cette perception initiale allait changer au fil de la guerre. Bien que l'armée rouge ait subi de lourdes pertes dans les premiers mois, elle ne s'effondra pas. Au contraire, elle se regroupa, se reconstruisit et apprit de ses erreurs. L'hiver russe rigoureux joua également un rôle majeur, ralentissant l'avancée allemande et révélant leur manque de préparation pour combattre dans des conditions extrêmes. Les Soviétiques commencèrent à montrer un niveau de résilience et de détermination que les Allemands n'avaient pas anticipé. Les soldats allemands commencèrent à réaliser que l'armée rouge, au lieu d'être une force mal organisée, faisait face à un ennemi prêt à endurer des épreuves extrêmes, à faire d'énormes sacrifices et à continuer de se battre, peu importe la gravité de la situation. Un des tournants qui changea la perception allemande de la force soviétique fut la bataille de Stalingrad, qui débuta durant l'été 1942. Au départ, les Allemands étaient confiants de pouvoir prendre la ville, un centre industriel stratégique. Cependant, cette bataille se transforma en l'une des confrontations les plus sanglantes de la guerre. Les forces soviétiques, bien qu'étant en infériorité numérique et subissant des pertes massives, combattirent avec acharnement, transformant la ville en ruine et en un labyrinthe de combats de rues meurtriers. Pendant des mois, les Allemands furent ralentis par des combats brutaux, incapables de briser les défenses soviétiques. Lorsque l'armée rouge lança finalement une grande contre-offensive en novembre 1942, elle encercla la 6e armée allemande, coupant leurs approvisionnements et les forçant à une lutte désespérée pour leur survie. La défaite à Stalingrad détruisit la croyance allemande que l'Union soviétique finirait par céder. Un autre moment important qui changea la perception des Allemands fut la bataille de Koursk durant l'été 1943. Cette bataille fut le plus grand engagement de chars de l'histoire, avec des forces blindées massives de chaque côté. Les Allemands prévoyaient de percer les défenses soviétiques en un mouvement en tenaille décisif, espérant reprendre l'initiative sur le front de l'Est. Mais les Soviétiques, qui avaient appris des batailles précédentes, étaient prêts. Ils bâtirent des lignes de défense étendues et utilisèrent de nouvelles tactiques pour contrer les assauts blindés allemands. Le résultat fut une défaite dévastatrice pour les Allemands, marquant la fin de leurs capacités offensives à l'Est. Après Koursk, les soldats allemands savaient qu'ils ne combattaient plus un ennemi qui pouvait être facilement contourné. Les Soviétiques avaient prouvé qu'ils étaient capables, stratégiques et implacables. Les Allemands en vinrent à percevoir la volonté de l'armée rouge de souffrir et de se sacrifier comme presque inhumaine. Les soldats soviétiques lançaient des assauts frontaux, enduraient des conditions glaciales avec peu de nourriture ou d'abri, et combattaient jusqu'au dernier homme plutôt que de battre en retraite. Des récits circulaient parmi les troupes allemandes à propos de commissaires soviétiques exécutant des soldats qui tentaient de reculer. Malgré les dures réalités du champ de bataille,
cette perception évolua vers un respect réticent. Les soldats allemands apprirent que sous-estimer les soviétiques était une erreur qui pouvait s'avérer fatale. Ils commencèrent à voir l'armée rouge non comme une simple force de masse, mais comme une armée capable de s'adapter, d'apprendre et de riposter avec des effets dévastateurs. À la fin de la guerre, de nombreux commandants allemands reconnurent que les soviétiques les avaient surpassés de manière inattendue grâce à une combinaison de planification stratégique, de mobilisation massive et de détermination inébranlable.